Dans Mythbuster, Quel est votre plan, maître? tapez E pour électrocution. Nous allons conquérir le monde. Oh oui. Téléphoner pendant un orage fait-il se dresser les cheveux sur la tête? On se croirait dans Deux flics à Miami. Est-ce un accident de canotage ou un énorme gain de temps? Notre équipe navigue avec une nouvelle paire de roues. Et enfin, nous nous pencherons sur le baby-boom du champ de bataille. Peut-on tomber enceinte d'un simple coup de fusil? Qui sont les Mythbusters? Adam Savage Je rejette votre réalité et la remplace par la mienne. et Jamie Heineman. On est bien là-dedans, c'est intime. À eux deux, ils ont plus de 30 ans d'expérience dans le domaine des effets spéciaux. C'était fort. Ils ne se contentent pas de recenser les mythes, ils les mettent à l'épreuve. Jamie, je sais que le téléphone n'avait pas encore été inventé à ta naissance, mais quand tu étais enfant, on t'a déjà interdit de téléphoner pendant un orage? Oui, tout à fait. On m'interdisait d'utiliser le téléphone, de prendre une douche, de rester sous un arbre et d'aller dans les champs avec une antenne métallique. Ça ferait mal. Eh bien, tous ceux qui concernent la maison, que ce soit le téléphone ou la douche, on va les mettre à l'épreuve aujourd'hui. Peut-on téléphoner pendant un orage? Voici la théorie. La foudre frappe votre maison, la ligne téléphonique ou les câbles électriques qui entrent chez vous. Elle cherche le plus court chemin pour rejoindre la Terre. Le plus souvent, c'est par la prise de terre. Mais si cela ne fonctionne pas, des fils conducteurs ou de la tuyauterie en métal feront l'affaire. Et si vous êtes sur le chemin... Mais cela peut-il vraiment arriver? Pour le savoir, il faut à nos compères une maison et de la foudre. C'est ici que ça se corse. Mais heureusement, c'est leur jour de chance. Une entreprise locale possède justement une chambre d'essai pour étudier l'impact de la foudre sur le matériel électrique. Jamie, je crois que... Tu aimes ma maison? Oui, tu devrais emménager ici. C'est génial de visiter un endroit qui correspond exactement à l'idée qu'on s'en fait. Oui, c'est l'idéal pour recharger ses batteries après une dure journée de travail. De grands espaces, beaucoup d'électricité. Voici notre modeste tentative pour produire la foudre. Mais tous nos efforts n'arrivent pas à la cheville de ce que Dame Nature est capable de faire. Tant mieux pour elle. De quel voltage vous disposez? Ici, on peut obtenir jusqu'à 700 000 volts et 500 000 watts. Dans la nature, un éclair peut dépasser les 100 millions de volts, mais 700 000 volts devraient faire l'affaire. Mais avant de pouvoir goûter aux joies de l'électricité, nos amis doivent d'abord construire une maison test. Il nous faut un téléphone et une gaine de 5 cm. Je dois voir ça. Des bardeaux de toiture, une prise et des fils téléphoniques. C'est ici que les vieilles maisons atterrissent pour reposer en pièces. Quoi que vous vouliez, il y a de grandes chances que vous le trouviez ici, même si vous ne saviez pas encore qu'il vous le fallait. Et voilà. Jamie, je crois qu'on a enfin trouvé de quoi me dompter. Regarde ça. Viens ici, allez. Mais trêve de plaisanterie. Leur maison test doit s'approcher le plus possible de la réalité. La plomberie, l'électricité et bien sûr le téléphone. Tenez, je l'ai trouvé. Vous auriez un... Regardez-moi Je le garde ça. en réserve parce que c'est le téléphone rouge. Quand il sonne, vous savez ce qui arrive. Allô, Batman? Batman? C'est le commissaire Gordon. C'est génial. Et en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, notre duo de choc est fin prêt à jouer du marteau. La maison test que je vais construire sera relativement mobile, puisque je la monte sur roue. La plomberie sera fonctionnelle. L'électricité aussi. Ce sera l'imitation parfaite d'une vraie maison. Elle aura une toiture inclinée, des bardeaux, des murs extérieurs, la totale. Ça va être plutôt sympa. Nos Mythbusters se prennent au jeu de la construction à l'ancienne. Ah! J'aurais dû le poser avant. Et voilà.
Il y a même une douche avec un réservoir et une pompe. Super. Ça marche. Oui. Et maintenant, le plus important, l'installation électrique. Le principe de cette expérience, c'est de rendre la maison identique à l'extérieur d'une maison normale. Notre but, ce n'est pas de reproduire ce qui se passe quand une maison est frappée par la foudre. C'est plutôt de voir ce qui se passe quand la foudre frappe l'installation électrique et comment se déplacent les charges électriques. Dans une installation électrique, tout est question de circuit. Une fois qu'on a compris le principe du circuit fermé, c'est assez simple. Mais quand il s'agit de distribuer le courant, c'est là que ça devient compliqué. Effrayant ce raccordement, non? Allez! C'est si compliqué que ça d'allumer une ampoule? Elle est brûlante parce que j'ai vérifié qu'elle fonctionnait. Question, combien faut-il de Mythbuster pour changer une ampoule? J'ai du 120 volts, mais je n'ai pas de courant. Réponse, un seul, mais prévoyez un électricien pour qu'elle brille. Ah, ça y est. Un jeu d'enfant. Merci. De rien. Espérons qu'il n'y ait pas d'autres problèmes avant de faire le test. Je ne sais pas lequel c'est. Peut-être... Tu es sûr que c'est branché? Oui, j'en suis sûr. Steven, tu as déjà entendu parler du mythe qui rapporte qu'il ne faut pas téléphoner, utiliser la douche, regarder la télévision ou se servir d'un ordinateur quand il y a de l'orage? Le téléphone et les appareils électriques, c'est logique, parce que si la maison est frappée par la foudre et qu'il y a une saute de courant, c'est forcément mauvais pour tout ce qui est relié au courant, par exemple les ordinateurs. J'ai déjà entendu des gens dire que leur ordinateur avait fondu et qu'ils avaient eu des problèmes avec le téléphone. Mais je ne l'ai jamais vu de mes yeux vus. Notre petite poudrière est prête à l'emploi. L'ordinateur est branché, on a installé 2 sortes de téléphones, une télévision, des interrupteurs, des prises, des boîtes de dérivation. Tout est aux normes. Et pour couronner le tout, une douche complètement fonctionnelle. Je suis prêt à faire tomber la foudre sur ce truc. Enfin, j'étais prêt à le faire depuis le début, mais là, tout est officiellement prêt. Adam et Jamie prennent enfin la route avec leur nouvelle maison. Mais sa destination finale sera-t-elle électrisante? Voici une vieille histoire de guerre qui ferait trembler plus d'un homme. Il a reçu une balle dans les bijoux de famille. Et qui choquerait plus d'une femme. Et elle est tombée enceinte. Une grossesse a-t-elle vraiment été provoquée en faisant la guerre et non pas l'amour? Les amis, ça faisait longtemps qu'on attendait ça, mais c'est l'heure... De l'enfant de la balle. Exactement. Super. C'est l'un des mythes médicaux les plus vieux et les plus bizarres. C'est l'histoire d'un jeune cavalier qui reçoit une balle de mousquet pendant la guerre de sécession. La balle touche le tibia, elle fait ricochet, atteint ses bijoux de famille et transperce l'utérus d'une femme qui observe la bataille du porche de sa maison à près de 140 mètres de là. Apparemment, la balle comportait encore du matériel génétique vivant, parce que l'histoire raconte qu'à son grand embarras, la malheureuse s'est retrouvée enceinte. Non. Si. Soit ils sont tombés amoureux et se sont mariés, soit il s'est senti une sorte d'obligation cosmique. Mais ils ont eu d'autres enfants, et d'après le médecin, c'est le tout premier qui ressemblait le plus au soldat. Cette histoire vit le jour en 1874 dans une revue médicale américaine. Elle pose 2 problèmes distincts à nos Mythbusters. Une balle peut-elle ricocher de la sorte? Et le matériel génétique peut-il survivre au voyage? La guerre de sécession américaine a duré de 1861 à 1865. Les soldats de la Confédération et ceux de l'Union ont écrit une page de l'histoire armés de mousquets et de baïonnettes. De cette guerre est née une nouvelle nation. Alors pourquoi pas un enfant de la balle?
Par chance, c'est le jour idéal pour mettre à l'épreuve ce mythe biologique. Une reconstitution de la guerre de sécession se tient justement non loin du QG des Mythbusters. Nous organisons une reconstitution de la guerre de sécession à Carney Park, dans la ville de Fresno. C'est la plus grande reconstitution de tout l'ouest des États-Unis. Notre but, c'est que les gens aient une idée de leur histoire et de leur héritage. Vous allez le tenir comme ça, retourner la cartouche et la placer dans le canon. Restez ici si vous voulez qu'on vous apprenne des faits historiques que vous ignorez et que vous n'avez nullement besoin de connaître. Puis vous abaissez légèrement le chien pour armer le mousquet. Maintenant, vous enlevez ça. Mais pour les apprentis Mythbusters, ce sont des conseils en or. Ils veulent reconstituer l'histoire à la virgule près. Feu! Ce fusil est une réplique d'un mousquet Enfield. C'était une arme utilisée pendant la guerre de sécession par les deux armées. D'après ce qu'on m'a dit, c'est une balle de ce genre qui a touché le cavalier. On l'utilise avec une arme comme celle-ci. Cette balle a été propulsée par 70 grains de poudre. Le fusil peut tirer une balle à plus de 300 mètres par seconde. Et un bon tireur peut atteindre une cible à plus de 800 mètres de distance. Je suis prêt à lancer l'assaut. Regardez-moi ça. Tori, tu es fin prêt? Ils sont armés, mais comme on dit, c'est l'habit qui fait toute la différence. Génial! Mais comment un soldat de l'Union s'habillait-il vraiment? Voici le genre de pantalon que portaient les soldats de l'Union. Comme vous le voyez, ils étaient en laine. Ouais. Et les sous-vêtements? À cette époque, les soldats portaient ce que l'on appelle des caleçons longs. Ils étaient faits d'une seule pièce. Vous savez, le haut et le bas ne faisaient qu'un. Ils en portaient même en été? Oui. C'est dingue. Et maintenant, passons à la demoiselle. Quelque chose d'un peu rétro, avec peut-être une touche d'Immaculée Conception? Les femmes portaient une culotte longue et une chemise. Par-dessus, elles mettaient un corset et portaient 4 ou 5 jupons. Et enfin, elles enfilaient une robe. Apparemment, les femmes n'étaient pas pressées à l'époque. Tandis que les troupes se préparent à livrer bataille, nos apprentis en savent maintenant assez pour entamer leur propre reproduction de la guerre civile. Lorsqu'on dit qu'on va mesurer 70 grains de poudre, on ne parle pas de vrais grains. On va se servir de cette mesure pour les compter. Le penchant de Carrie pour la pyromanie ferait presque peur. On dirait que ça marche. Il n'y a pas de place pour l'erreur. Il faut faire un sans faute. Je vais fabriquer un support, un porte-canon, pour pouvoir viser précisément. Mais Scotty va encore plus loin. Elle va ajouter au vieux mousquet un véritable viseur laser d'époque. On va en faire un avec un os humain séché et un autre avec un os de veau, le bébé de la vache. Quant à notre ami Buster, il a droit à une jambe flambant neuve, un os véritable enchâssé dans du gel balistique. Ce bon vieux Buster va encore devoir se sacrifier, mais il y a déjà un problème avec son uniforme. Tu viens de le déchirer, Tori. Oh non, Buster. Tu as un gros trou dans le derrière. À vrai dire, au vu de l'expérience que les Mythbusters mettent en place, Buster n'aura que faire d'un trou dans le derrière. Revenons à un mythe qui fait des étincelles. Il fallait bien que cela arrive un jour ou l'autre. Quel est votre plan, maître? Nous allons conquérir le monde. Oh oui, oui. Jamie et Adam ont enfin maîtrisé les savants fous qui sont en eux. Dans leur quête de destruction de la planète, ils restent modestes et commencent par cette maison miniature qu'ils ont transportée jusqu'à la chambre d'essai d'une petite centrale électrique. Ils vont mettre à l'épreuve le mythe selon lequel la foudre peut circuler dans les circuits électriques et la plomberie d'une maison et vous tuer si vous êtes au téléphone ou sous la douche.
C'est de là que l'arc va sortir. Oui. Ici, on peut produire jusqu'à 700 000 volts. Mais en n'en utilisant que la moitié, ils auront plus d'ampères à leur disposition. C'est ce courant électrique qui fait des dégâts. Et puisque toute l'équipe est plutôt contente d'être en vie, ils ont désigné Chip, le mannequin en gel balistique, comme souffre-douleur. Le gel a la même résistance à l'électricité que la chair humaine. L'équipe relie Chip à la Terre, comme une personne le serait en se tenant debout. Cette électrode va nous fournir 200 000 volts, ce qui suffira pour que le courant circule ici, jusque dans les câbles, puis dans le coffret de branchement ou à travers la ligne téléphonique. Notre bon ami Chip a maintenant un téléphone scotché à l'oreille. J'ai aussi attaché un petit sac contenant de la poudre à canon. Et enfin, le fameux dispositif Mythbuster, qui permet de mesurer l'intensité du courant dans le cœur. Ce sont 2 palettes en cuivre que j'ai enfoncées là où le cœur est censé être. S'il passe plus de 6 mA de courant entre ces 2 fils, Chip est un homme mort. Les Mythbusters ont installé quelques appareils électriques pour ajouter une touche de réalisme, mais les brancher pourrait s'avérer dangereux. Bien sûr qu'en temps normal, on pourrait voir l'effet produit par la foudre sur une télé ou un ordinateur allumé. Mais malheureusement, on ne va pas pouvoir les brancher pendant notre expérience. À mon avis, voici ce qui va se passer. Il va se former un super arc électrique qui reliera l'électrode à la maison. On verra peut-être des étincelles et quelques petites flammes. Et si on a de la chance, on pourra démontrer que le mythe est réalité si le compteur indique une mort potentielle. On s'est efforcé de reproduire en plusieurs endroits le genre d'installation électrique que la foudre a des chances de rencontrer. Malheureusement, c'est quelque chose d'assez imprévisible. Même ceux qui bossent ici ne savent pas à quoi s'attendre. La seule chose dont les experts sont sûrs, c'est qu'ils ne veulent pas être dans les parages. Le périmètre de sécurité indique la distance à respecter. Il faut impérativement rester derrière la barricade. Compris? Voici comment cela devrait marcher. L'électricité peut se déplacer dans l'air. Tous les 10 000 volts, cela ajoute 1 cm à la distance parcourue. Je passe de 2 à 500. Avec l'électrode dans cette position précise, lorsque la charge sera comprise entre 200 et 300 000 volts, la foudre frappera la maison. Il ne reste plus qu'à attendre que la charge augmente. Leur rêve de savant fou devient enfin réalité. On l'entend. Ouais. 300 000 volts viennent de frapper l'installation électrique de la maison. Ils ont créé une vibration électromagnétique suffisante pour dérégler la mise au point de notre caméra. Pas de fumée ni d'étincelles. Non, et rien au niveau du téléphone. Incroyable mais vrai, le coup de fil de Chip n'a pas été interrompu. Tout est exactement tel qu'on l'avait laissé. Pas le moindre problème. Je ne crois pas qu'il ait reçu quoi que ce soit. La foudre est repartie directement par le fil de terre dont toutes les maisons standards sont équipées. Mais souvenez-vous, cette décharge est beaucoup moins importante que celle créée par la foudre naturelle. Adam va lui donner un petit coup de pouce en mettant en scène un scénario catastrophe. Voilà ce que je vais faire. Il n'y a pas une infrastructure au monde qui puisse recréer à la fois le voltage et l'ampérage d'un éclair naturel. Combinés, ils forment une quantité d'électricité capable de circuler dans toutes sortes de fils électriques. Je vais couper la terre à plusieurs endroits de l'installation électrique pour essayer de guider le courant vers notre mannequin et voir ce qui se passe au niveau du téléphone. C'est parti. Sans la terre, le fil téléphonique relativement mince peut-il véhiculer une décharge mortelle? On atteint les 100 kV. Il augmente le voltage. 220, 230. Ça a marché! C'était superbe. Le courant a formé un arc du micro du téléphone à la tête de Chip, faisant ainsi exploser la charge de Jamie. C'était génial. Je n'en reviens pas.
On peut partir? Vous voulez peut-être qu'on s'occupe des flammes? Je m'en charge. On n'aurait pas pu rêver mieux. Ça a touché l'oreille aussi? Non, on dirait que l'oreille est intacte. Non, l'oreille n'a rien. En conclusion, un téléphone récent a formé un arc entre le micro et le corps. C'est dingue, non? Oui. Pour moi, c'est très simple. C'est un téléphone standard et un arc s'est formé à partir du micro. Ça fait beaucoup de courant pour traverser du gel. On peut savoir combien? Oui. Souvenez-vous bien, 6 mA dans le cœur du mannequin indiquerait un choc mortel. Mais le problème, c'est que le compteur a implosé. On l'avait réglé sur 40 mA, ce qui est largement suffisant pour tuer un homme. Si le fusible a fondu, cela veut dire que le mannequin a reçu plus de 40 mA. On peut dire qu'il est mort. Ça me va. Voilà qui semble confirmer le mythe. Le courant électrique véhiculé par la foudre peut atteindre un téléphone moderne avec une installation électrique aux normes. Pour le deuxième test, ils vont utiliser un vieux téléphone et une vieille boîte à fusibles. On passe à 200 et on continue. Sinistre ce bruit, non? Comme si on allait cramer la couche d'ozone. 200 000. Cette fois-ci, la poudre à canon de Jamie n'a pas pris feu, mais Chip a encore été frappé et le compteur a une fois de plus implosé. Le courant est passé dans le corps, puis dans le sol. Je suis content. Ça le fait avec le téléphone. Le téléphone et la foudre. Le téléphone et la foudre, ce n'est pas bon. Les statistiques de mort par la foudre parlent d'elles-mêmes. Rien qu'aux États-Unis, environ 75 personnes par an succombent à la foudre. Et 2% d'entre eux étaient au téléphone à ce moment-là. Seule bonne nouvelle pour les proches parents de Chip, malgré les événements, la télé et l'ordinateur fonctionnent toujours. Voyons si prendre une douche peut être fatal lorsque la maison est frappée par la foudre. C'est parti. Chip n'a pas fini de faire des étincelles. Il passe directement de la casserole à la douche. Et voilà. C'est trop drôle. Beaucoup de téléspectateurs nous ont écrit pour dire que plus jeunes, on leur avait toujours interdit de prendre une douche pendant un orage. La tuyauterie est reliée à la terre et elle est juste à côté des fils électriques. J'espère un court-circuit entre l'installation électrique et la tuyauterie. Notre mannequin est lui aussi directement relié à la terre, comme lorsque vous êtes debout dans la douche et que vous vous tenez sur le système d'évacuation des eaux, lui aussi mis à la terre. C'est superbe. D'expérience, nos compères savent déjà que l'eau sous forme de jet n'est pas bon conducteur. Le courant circule beaucoup moins bien dans des gouttelettes. Mais avec un voltage pareil, allez savoir. On est prêt, allez-y. 140 kV. Il est vivant. Continuez, on passe à 200. 243, on atteint presque les 250 kV. Je l'entends. Tu as vu ça? Oui. C'est fou. Je ne sais pas ce que c'était, mais je l'ai vu. Les Mythbusters sont bien les seuls à savoir provoquer un incendie dans la douche. Et voilà. Donne. Chip est sauvé des flammes, mais était-il déjà grillé? Une fois de plus, le compteur est peu probant. La vibration électromagnétique qui joue des tours à la caméra l'a peut-être également déréglé. Mais pour résumer, prendre une douche pendant un orage, ce n'est pas vraiment une bonne idée. Je me fiche de ce qu'indique le compteur. On n'est même pas arrivé à la cheville de la puissance provoquée par la foudre naturelle. Personne ne peut le faire.
Et malgré tout, on arrive à créer des arcs monstrueux tout autour de ce type. Des arcs de la taille d'un boa constrictor qui vient s'enrouler autour de vous. D'instinct, on se dit qu'il se trame quelque chose de pas très net. Oui, ce n'est pas faux. Résultat des courses, le téléphone, c'est confirmé, la douche, c'est plausible. On peut dire ça comme ça. Un voltage et une puissance aussi énormes peuvent se déplacer n'importe où. Pendant un orage, minimisez les risques d'exposition. Ne vous approchez pas de ce qui peut transporter la foudre, comme les appareils électriques, l'eau ou la plomberie. Restez à distance. Je crois qu'on peut y aller. Quant à Chip, il est bien cuit et légèrement croustillant. Le mythe est confirmé. La guerre de sécession a été le conflit le plus meurtrier qui ait eu lieu sur le sol américain. En 4 ans, plus de 600 000 personnes y ont trouvé la mort. Mais malgré ce massacre, se pourrait-il qu'une vie ait été créée? Y a-t-il eu un enfant de la balle? Un soldat était sur le champ de bataille lorsqu'il a reçu une balle dans les bijoux de famille. La balle continue sa trajectoire, touche une jeune femme en plein abdomen et la féconde. Apparemment, la balle a ricoché sur la jambe du soldat pour ensuite atteindre ses parties. Mais est-ce vraiment possible? Les cavaliers descendaient souvent de cheval pour combattre. C'est difficile d'atteindre quelqu'un à cheval. Un cheval, ça bouge tout le temps. Lorsque le soldat mettait pied à terre, il s'agenouillait pour mieux viser. Un peu comme ça. Donc, si quelqu'un me tire dessus, la balle m'atteint dans le tibia, continue sa route, et allez savoir ce qu'elle peut trouver sur son chemin. En effet, cela paraît plausible. Buster va pouvoir jouer le rôle du cavalier le moins chanceux de la Terre pour le premier de nos 2 tests. Les Mythbusters doivent vérifier si la balle tirée de ce mousquet Enfield peut toucher une jambe et encore avoir assez de vitesse pour parcourir quelques centaines de mètres. 3, 2, 1. Trop bas. Trop bas, vise à gauche. Vise un peu plus à gauche. Ta gauche à toi. Jim Mitchell est un expert de la guerre de sécession et un tireur d'élite. Il aide Scotty à régler le viseur qu'elle a installé. Mais c'est pas facile. 5, 4, 3, 2, 1... Encore trop bas. Tu crois que le laser tremble quand je tire? C'est peut-être dû au recul. Juste un poil plus sur ta gauche. Bien, parfait. 3, 2, 1... Là, c'était bas et trop à droite. Beaucoup plus bas. On ne peut pas dire que la technologie moderne m'aide beaucoup aujourd'hui. On va devoir le faire à l'ancienne. D'accord. Tu crois que je peux y arriver? Bien sûr. Tenez, monsieur. Parfait. Nous avons équipé Buster d'une jambe artificielle faite en gel balistique, avec un vrai tibia et un vrai péroné. Jim va viser la jambe et grâce à ce dispositif, on va prendre un cliché à grande vitesse pour déterminer la vélocité de la balle. Si Jim atteint la jambe à l'endroit exact et que la balle continue sa trajectoire, on pourra mesurer la vitesse à partir du point de sortie et déterminer s'il est possible que la balle parcourt encore 150 mètres pour atteindre la jeune femme. Pour faire avancer la science de la balistique, Buster a droit à une jambe flambant neuve. Mais au fil des expériences douloureuses, il a appris à ne pas trop s'attacher à ses membres. Et cela va bien lui servir aujourd'hui. Bon. 3, 2, 1... Il y a des bouts d'os. À plus de 300 mètres par seconde, la balle a traversé la jambe de Buster en éclatant un bout d'os sur son passage. On dirait qu'elle est passée à travers le gel et c'est tout. Bon. Passons à la jambe suivante. D'accord. Pour comparer, l'équipe a préparé plusieurs jambes comprenant différents types d'os. Malgré la vétusté de l'arme, Jim atteint systématiquement sa cible.
On dirait qu'il a touché l'os. Je ne sais pas. L'os est complètement Tu explosé. crois que c'est bon? Oui, C'est l'impact le plus récent? oui. Bon. En plein dans le mille. Même après avoir traversé la jambe et l'os, la balle est trop rapide pour la caméra grande vitesse. Elle va à plus de 300 mètres seconde. Peu importe la vitesse à laquelle elle va. En tout cas, on sait qu'elle va suffisamment vite pour traverser les vêtements, l'os et la chair et conserver une vitesse impressionnante. Exactement. Contre toute attente, le mythe a résisté à notre premier test. Oui, La balle a tout traversé. Il est temps de passer à l'utérus et de voir ce que ça donne. c'est parti. Pas de temps à perdre pour l'équipe. Ils ont un autre mythe à tester. Aujourd'hui, les Mythbusters sont de sortie. On se croirait dans 2 flics à Miami. Ils vont faire du bateau. Sacré vague. Mais ce n'est pas une sortie comme les autres. Ça monte à combien, Jamie? Notre équipe va reconstituer l'une des plus grosses gaffes des mers jamais réalisées. Kerry, j'essaie de trouver le lien entre le titre et le thème de cette séquence, mais je n'y arrive pas. Qu'est-ce que c'est? Ça parle de navigateurs inexpérimentés. Lors d'une sortie, ils se sont rendus compte que le bateau n'avait aucune puissance. Il n'avançait pas. Impossible d'aller à plus de 8 km/h. Ils sont retournés au dock et ont appelé le réparateur pour voir ce qui se passait. Le réparateur arrive, il inspecte le moteur, mais tout a l'air normal. Et là, il plonge la tête sous l'eau et il voit que la remorque est encore attachée. Voilà un mythe fort attachant. Ils sortent le bateau, mais ont oublié de détacher la remorque. Pour reconstituer ce rêve, nos Mythbusters vont devoir suivre un cours intensif de navigation. C'est Jay Macewinkle qui va s'occuper d'eux. Il les avait déjà aidés pour le mythe de la plongée sous-marine. Salut Jay. Salut. En tant que gourou du hors-bord, Jay a tout vu, tout entendu, même ce mythe. La dernière fois, c'était il y a 1 an et demi. Quelqu'un a envoyé un email à l'un de mes employés. Il l'a imprimé et me l'a envoyé. C'était plus ou moins la même histoire. Certaines machines sont amphibies et ces gens croyaient peut-être que c'était le cas. Heureusement, Jay et les Mythbusters ont une passion commune pour tout ce qui touche au ridicule. J'avais le même quand j'étais petite. Mieux encore, il est prêt à leur prêter un bateau à moteur de 4 mètres. C'est le chien du bateau? Il s'appelle Ruger. C'est un vrai moussaillon. Bon, Jay, qu'est-ce qu'on fait pour préparer le bateau? Le bateau est déjà attaché à la remorque, mais on va le fixer un peu mieux pour vous aider à mettre ce mythe à l'épreuve. On ne va pas reconstituer l'incident à la lettre, mais juste le rendre plausible en évitant de vous mettre en danger. Les bateaux de ce genre ont la réputation d'être difficiles à couler. Celui-ci a un moteur de 25 chevaux, mais bizarrement, il n'a encore jamais pris la mer avec sa remorque. Parfois, le seul moyen de tester un mythe, c'est de se jeter à l'eau. Bien sûr, c'est aussi le moyen le plus rapide de couler à pic. Le scénario catastrophe, ce serait que le bateau coule. Mais ce ne sont pas les gardes-côtes qui manquent. Le pire qui puisse arriver, c'est qu'un garde-côte s'énerve contre moi. Tu sais ce qui risque de se passer? Quoi? Des badauds vont nous regarder faire démarrer le bateau avec la remorque attachée et ils vont se dire « Regarde ce que cette blonde est en train de faire !» Au cas où cela n'était pas évident, voici la démarche habituelle. Vous faites entrer le bateau dans l'eau en marche arrière et vous détachez la remorque, qui bien sûr reste attachée à la voiture. Simple comme bonjour. J'ai un GPS pour voir à quelle vitesse on va. Super. Comme ça, quand tu navigues, je sais exactement où tu en es. Les filles vont tout d'abord tester le bateau sans la remorque, pour voir à quelle vitesse il peut aller en temps normal. Bien sûr, chez les Mythbusters, la normalité est une notion toute relative. Voyons ce qu'il a dans le ventre. 15, 18 km/h, 22, 25, 29, 30, 32, 34. Si on jette le caméraman par-dessus bord, on sera plus léger et on ira plus vite. Regardez ces pauvres gens qui vont au travail. 37 km/h, c'est notre maximum.
Sans la remorque, le bateau monte à près de 37 km/h. Mais il est temps de mettre le moteur au ralenti et de commencer le test. Comment le bateau se débrouillera-t-il avec la remorque? Voilà ce qu'on va faire. On va la détacher avant qu'elle pénètre dans l'eau et installer un câble de remorquage. Ensuite, on va soulever la roue avant et le bateau va glisser dans l'eau avec la remorque. On ne va pas utiliser la voiture pour les mettre à l'eau, sinon le conducteur risque d'avoir besoin d'un tuba. C'est comme ça que vous feriez si vous vouliez jeter le bateau et la remorque à l'eau? Dans le mythe, c'est comme ça. La remorque est maintenue par des sangles de transport normal. Mais comme c'est un test, on va en utiliser plus. Les sangles ne devraient pas influer sur les performances du bateau. Elles le rendent simplement plus sûr. La grande question est celle-ci. Avec toutes ces sangles, le bateau flottera-t-il encore? Il flotte? Non, attends un peu. Ça y est, ça flotte. Ce truc est capable de flotter. Oui, regardez. Il tient la route, tout comme le mythe. Maintenant que le plus dur est fait, Jamie et Adam viennent pour le meilleur. À mon avis, ça va énormément ralentir le bateau. Je sais d'expérience que dès qu'il y a quoi que ce soit sur la coque du bateau, même de simples bernaches, ça freine le bateau de manière significative. Je crois qu'il n'y a rien de pire que d'attacher une remorque à la coque d'un bateau pour le ralentir. Voilà mon pronostic sur la vitesse du bateau. S'il monte à 37 km/h en temps normal, ici, on risque de descendre à 13 ou 14. Vu la taille du bateau et celle du moteur, je dirais entre 9 et 16 km/h, au grand maximum. Faisant fi de leur réputation de marins, Scotty et Jamie montent dans le bateau pour faire un petit tour. Mais attention aux excès de vitesse. On dirait déjà qu'il se traîne, non? Oui. Allez! Appuie sur le champignon. Oui! On en est à combien, Jamie? 7,5 km/h. Et on est à fond. Ouais, on atteint 7,7 km/h. Mais ça n'a pas duré, on est à fond là, Oui, non? il ira pas plus vite. C'est vrai qu'il va lentement, mais le mythe reste tout à fait plausible. Ils étaient peut-être moins bêtes que ce qu'on pensait. Qu'est-ce que tu fais? On va à combien? Ça ne change rien? Tu crois que ça vaut le coup d'essayer de le sortir de l'eau et de le monter sur la rampe? Ce sera sûrement plus intéressant que ce qu'on est en train de faire. En tout cas, espérons que leur idée ne fasse pas de vagues. Qui a besoin d'une voiture? C'est plus facile de faire du bateau comme ça. Je crois qu'on va lancer une mode. Pas besoin de la voiture. Jamie, quelque chose me dit que tu vas passer ton week-end à bricoler un moteur pour cette beauté. À quelle vitesse vous êtes monté? 7,7 km/h. 7,7, encore moins que ce qu'on croyait. Une vraie limace. Encore un mythe qui a fonctionné à la perfection. Même un peu trop. On vient de démontrer que le mythe était plausible. Ça aurait pu arriver. C'est confirmé. D'ailleurs, c'est arrivé, au moins une fois. J'ai livré un bateau flambant neuf et sa remorque à l'un de nos clients qui avait une rampe dans son jardin. Mais lors de l'élaboration de son projet, il n'avait pas pensé à également y installer la remorque.
Et il n'y avait pas de place pour faire passer la remorque derrière la maison. Du coup, on a dû mettre à l'eau un Boston Whaler de 5,80 m à plus d'1 kilomètre de là, avec sa remorque. C'est un jour à marquer d'une pierre blanche pour nos Mythbusters. Non seulement ils ont reconstitué un mythe, mais ils ont eu confirmation qu'il s'était déjà produit. Délibérément, je vous l'accorde, mais peu importe. En plus, c'est vraiment un petit bateau. Avec un si petit moteur, on note une perte de puissance de 80%. Avec un bateau plus gros, ce serait plus difficile de se rendre compte que la perte de puissance est due au fait qu'on a été bête et qu'on a oublié de détacher la remorque. C'est confirmé, mais carrément loufoque. Facile à confirmer, mais pour le moins loufoque. Loufoque, mais original. Et voilà encore un mythe confirmé. Revenons à notre enfant de la balle. Une histoire que pour l'instant, nos Mythbusters ont vérifiée, en tout cas du point de vue balistique. Mais faisons un petit retour en arrière. L'expression « enfant de la balle » a beau être ancienne, elle n'a rien à voir avec ce mythe. Les marins vivaient sur le pont des bateaux, et c'est là qu'ils sympathisaient. Il y a eu beaucoup d'enfants conçus sur des bâtiments de guerre anglais. Sur cette note historique, retournons maintenant au stand de tir, où le sérieux est toujours de rigueur. Je ne sais pas. Les Mythbusters se préparent pour le second test, qui visera à déterminer si une balle peut transporter du matériel génétique viable. Voilà. Ça symbolise les 15 couches de jupons et autres vêtements qu'une jeune femme portait à l'époque. Ballistic Jane sera la cible de cette expérience. On va le disposer comme ça, comme une jupe. Et voilà. Comment peut-on atteindre une cible qu'on ne voit pas? À 60 mètres de la cible, le tireur d'élite Jim Mitchell se prépare au tir le plus bizarre de sa vie. Je vais devoir prendre appui. Oui. Bon. Jim doit non seulement atteindre Ballistic Jane, mais avant cela, la balle doit transpercer ce petit sac en tissu datant de la guerre civile. Qu'y a-t-il dans le sac, me demanderez-vous? Disons simplement qu'un échantillon d'héritage génétique a été obtenu, éteint en bleu pour une meilleure visibilité. Héritage génétique? Ce sont des spermatozoïdes. N'importe quel gosse, c'est ça. Ça aide à faire des bébés. Peu importe le nom, cet échantillon semble plutôt remuant. J'en vois un. Il y en a un qui nage, regarde. Oui. Celui-là, c'est un champion. Il y en a pas mal. Je vais placer l'échantillon dans ce sac de toile qui va incarner les 4 couches de vêtements, à savoir les 2 couches de caleçon long et les 2 couches de pantalon en laine. Et Jim va tirer à travers. Et si nos petits nageurs bleus parvenaient jusqu'à Ballistic Jane? En reconstituant les circonstances exactes du mythe tel qu'il nous a été conté, on espère prouver que tout ça est tellement improbable que ça en est impossible. Une fois qu'elle aura percé le sac, rien ne garantit qu'elle ira droit. Oui. Je vais faire de mon mieux, mais... Depuis 150 ans qu'il existe, ce mythe n'a jamais été vérifié. Aujourd'hui, tout repose sur l'adresse de Jim et la résistance de quelques malheureux spermatozoïdes. 3, 2, 1... Je rêve. Je crois que c'est bon. Je n'y crois pas. Il a réussi du premier coup. C'est de la folie. La balle a tout traversé. C'est vrai? Oui, Génial, t'as un grattoir? oui. Je dois gratter au point d'entrée, c'est ça? Oui. En plein dans le mille. C'est dingue, j'en viens pas. Incroyable. Jim, tu as mis en plein dans le mille. C'est hallucinant. Jim a rempli sa part du contrat. Maintenant, des échantillons vont être prélevés au niveau du point d'entrée, puis examinés au microscope pour détecter la présence de matériel génétique viable. Mais d'abord, penchons-nous sur nos 2 héros. Le malheureux cavalier a-t-il pu survivre à une telle blessure? Et Ballistic Jane a-t-elle vraiment pu raconter son histoire? Constance Smith-Golda est experte en médecine de la guerre de sécession. Disons que Tori est un soldat de l'Union et que vous devez le soigner.
Il a reçu une balle dans le tibia, puis dans le scrotum. Il peut survivre? Tout dépend de la vitesse à laquelle il a été soigné sur le champ de bataille. Si on lui pose un garrot pour arrêter l'hémorragie et qu'on l'emmène dans une antenne chirurgicale comme celle-ci, dans l'heure qui suit l'accident, alors il y a des chances qu'on arrive à lui sauver la vie. Et la femme qui reçoit cette balle, elle aussi peut en réchapper? À l'époque, les femmes ne se montraient pas nues devant leur mari lorsqu'elles portaient leur enfant ou même pendant la conception. Alors, je ne vois vraiment pas comment celle-ci aurait pu se déshabiller devant un médecin en plein hôpital pour se faire examiner. De honte, elle aurait sûrement préféré se laisser vider de son sang. Ça, ce n'est pas de bol. Mais revenons-en à notre test. Ballistic Jane a-t-elle pu recevoir quelque matériel génétique que ce soit? On cherche des résidus. Continue. Si ça bougeait, on le verrait. Oui, Je ne vois rien. je sais. Je ne vois même pas de cellules humaines. Je vois tout un tas de trucs. Des résidus de tissu, du brûlé et des morceaux de jupon. Je vois beaucoup de choses, mais rien de génétique. Continuez, encore. À une distance de 60 mètres, Ballistic Jane n'a rien reçu venant du sac. Maintenant, ils vont recommencer à un quart de cette distance. 3, 2, 1... Cette fois-ci, Ballistic Jane a droit à un examen complet. Tu sais quoi? Il n'y a rien de rien. Il a tiré la balle dans l'échantillon de matériel génétique à moins de 15 mètres. Je crois vraiment qu'on a fait de notre mieux. Et non, les bébés ne naissent pas dans les choux. Les spermatozoïdes sont bien formés dans les testicules, mais une fois à maturité, ils migrent un peu plus haut. Et bien qu'il n'en faille qu'un pour féconder un ovule, ils doivent s'y mettre à plusieurs pour attaquer la paroi folliculaire. Un seul survivant au bout d'une balle, ça ne fait pas l'affaire. Comment ce mythe a-t-il donc vu le jour? Constance, pourquoi les gens racontent-ils cette histoire? Parce qu'elle a tout ce qu'il faut de cochon. On aime tous parler des aventures des autres, sans parler de toutes ces jeunes filles qui cherchaient désespérément à justifier leur grossesse. Ce superbe mythe de la guerre civile n'était peut-être qu'un alibi à l'ancienne. Après tout, le soldat ne risquait pas de demander un test de paternité. Tout n'était pas faux. On a quand même prouvé qu'une balle pouvait traverser du tissu, de la chair, des os et encore parcourir 140 mètres. D'accord, mais malgré le tir irréprochable de Jim, aucune matière biologique ne survivrait à la chaleur dégagée par une balle. Même à seulement 15 mètres, on a trouvé des marques de brûlure sur le jupon, mais rien de significatif dans notre prélèvement. Je crois qu'on peut dire que ce mythe est bidon. Jamais je ne m'en lasserai. Laissons le mot de la fin à Carrie. L'enfant de la balle, c'est... Bidon.